L'histoire de Denis et Céliros continue. Cette fois, c'est sur Terre que l'aventure se poursuit, au pic de Bugarache, près de la base B42, bien sûr. Au sujet du pic, un petit rappel historique rapide s'impose. Des histoires anciennes, comme récentes, ont été dites, comme Jules Verne, ou dans le livre Clovis d'Ertandor, il nomme un certain capitaine Bugarache, commandant de l'Argelès. Il y eut toutes les histoires de Rennes-le-Château, à 30 minutes du pic. Et bien sûr, la folie 2012. 2012. Une date qui a marqué quand même les esprits, qui est restée dans les mémoires comme celle de la fin du monde prédit par les Mayas. Des foules de croyants, de curieux, de chercheurs, de voyageurs se sont alors rués vers le pic de Bugarache en quête de réponses. Le 21 décembre, espérant échapper à une apocalypse qui, heureusement, n'a jamais eu lieu. Ils se sont retrouvés dans un petit coin de France. Les autorités semi-débordées ont dû bloquer les routes, interdit l'accès du sommet, déployer des gendarmes pour éviter tout problème. Les rumeurs, bien sûr, s'étaient propagées rapidement sur les réseaux sociaux. Théories sur des forces mystiques, extraterrestres, un portail vers une autre dimension. Tiens, donc. Mais, tout comme un marin en déviant de quelques degrés sur sa boussole peut se retrouver à des centaines de kilomètres éloigné de sa destination, les Mayas se sont peut-être trompés de quelques jours dans leurs calculs. Ils ont vu certains événements approcher comme une étoile, l'équerre qui, au fil du temps, les a conduits probablement à une erreur de plusieurs années. Les jours passèrent, et ce qui devait être la fin du monde se transformant en un simple événement, parmi d'autres, relégué dans l'histoire comme une folie collective, mais à cette époque, certains savaient, même sans comprendre, que quelque chose se cachait au cœur de ce mystérieux pic. Le vent soufflait faiblement sur le pic de Bugarache, là où autrefois donc les foules de chercheurs, croyants et curieux s'étaient pressés pour voir si l'apocalypse avait bien lieu. Cette fois, personne n'était là, hormis Denis et Céliros. Un silence lourd pesait et enveloppait la montagne. Le ciel au-dessus d'eux semblait prêt à se transformer comme une toile qu'on prépare pour un grand tableau. Des dates étaient gravées dans l'esprit de Denis, comme le 2 novembre 2039. Ce jour-là, la conjonction de Vénus et Jupiter allait marquer l'alignement de deux géantes gazeuses dans le ciel. Une rencontre que les anciens avaient jugée essentielle pour comprendre les cycles de l'univers. Les Mayas, encore eux, avaient observé et en avaient fait des symboles. Denis regarda l'horizon, où la lumière du matin caressait doucement le sommet du pic. Vénus, brillant comme un diamant dans la voûte céleste, était désormais accompagnée de Jupiter, plus majestueuse que jamais. Une sorte de calme étrange s'installa dans l'air, comme si l'univers attendait quelque chose. Céliros, à ses côtés, sembla ressentir le même poids dans l'atmosphère. « Ils l'ont vu arriver », murmura-t-il. Les Mayas ont observé ces conjonctions. Ils savaient que ce n'était pas simplement un phénomène céleste, c'était un signe. Denis se tourna vers lui, une question dans les yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Céliros le fixa, ses yeux verts brillants, toujours de cette lueur étrange. Ce n'est pas la première fois que les étoiles s'alignent de cette manière. Mais cette fois, tout est différent. Le cycle touche à sa fin. Le passage entre les mondes va s'ouvrir. Denis fronça les sourcils. Le sol sous ses pieds vibrait légèrement, comme si la Terre elle-même réagissait à la présence des astres. La prophétie des anciens, inscrite dans les fragments du Codex de Dresde, parlait d'un moment où les étoiles se rapprochaient, ou se rapprocheraient, annonçant un changement radical. « Ça commence, » dit Denis. Céliros hocha lentement la tête. La conjonction est la clé, mais l'éclipse solaire de 2039, c'est là que tout s'ouvrira. Denis le suivit du regard, tournant la tête vers le ciel, qui se parait déjà des premières teintes rouges du crépuscule. Le 15 décembre 2039, l'éclipse solaire sera totale, marquerait la
culminisation de tout ce qui avait été préparé. Mais avant cela, un autre événement astronomique allait se produire. L'occultation lunaire de Mers, le 3 décembre de la même année, symboliserait la disparition temporaire de la planète rouge. Un phénomène mystérieux qu'on disait lié à la disparition des anciens dieux. « Tu sais ce qu'il te reste à faire, Denis ?» dit Célérose d'une voix grave. Denis acquiesça. Une pression étrange s'empara de lui. Non loin du pic, Denis se rappelle, le ramasseur de champignons qui, fouillant les sous-bois, avait vu un étrange objet, un obélix pointu, semblable à un fragment d'une ancienne pierre, gravé de symboles complexes et mystérieux. « C'est le début, Denis, murmura Céliros. Quand l'éclipse atteindra son apogée, nous avons intérêt d'être prêts, car nous ouvrirons la porte pour probablement la dernière fois. » Les cieux semblaient se resserrer autour d'eux, comme si l'univers attendait le dernier acte. Le 3 décembre 2039, l'occultation lunaire de Mers sera le prélude à la révélation finale, avant que l'éclipse totale ne s'abatte sur la Terre. Ce serait le passage vers un nouveau monde, un nouveau cycle, un moment où tout basculerait. Denis leva les yeux vers le ciel, les toits brillantes de Vénus, toujours suivis de Jupiter, semblaient presque leur faire signe. L'humanité sera-t-elle prête pour ce renouveau ? Denis tourna lentement la tête vers Céliros, un sourire discret sur les lèvres, mais son regard était empreint de détermination. « De toute manière, peu importe les Mayas, dit-il. Elle frappera en 2039, c'est clair. Moi-même, vers 1974, avec mes histoires de demi-coma, je l'ai vu arriver. Mais je dois admettre que la relation entre la sagesse maya et les sciences de tes ancêtres se rapproche. Finalement, peut-être que d'une certaine manière, il savait. » Céliros le fixa, les yeux lumineux, mais il ne répondit pas tout de suite, laissant Denis continuer à réfléchir à voix haute. Mais en fin de compte, peu importe les causes, ou qui a vu quoi, l'important c'est qu'Étreville soit prêt à recevoir l'humanité. Ou du moins en partie. Peu importe d'où vient la sagesse ou le savoir. L'essentiel, c'est que l'humanité est un futur. Et ce futur, Céliros, c'est Étreville. Les deux hommes se tournèrent alors vers le ciel, où les premiers signes se dessinaient à l'horizon, annonçant la fin d'un cycle et le début d'un autre. L'avenir, un avenir que l'humanité pourrait reconstruire sur cette planète, commençait à se révéler. Leur mission, désormais claire, était plus urgente que jamais. Depuis 3 ans déjà, le portail sous le pic de Bugarache était ouvert à plusieurs reprises, et ce chaque jour. Et comme l'avait prédit Céliros, les effets des ondes électromagnétiques et des perturbations sismiques étaient désormais évidents. Si au départ personne n'en était réellement préoccupé, à mesure que les mois passaient, les conséquences de ces ouvertures fréquentes se faisaient de plus en plus sensibles à la surface. En 2028, les scientifiques avaient commencé à détecter ces secousses, mesurant entre 1 et 1,5 sur l'échelle de Richter. Ces secousses, pourtant sans grandes conséquences en surface, provenaient d'une profondeur de 1200 mètres, un lieu où aucune activité géologique n'était normalement attendue. Ce qui intrigua particulièrement en plus les chercheurs fut l'augmentation progressive de la fréquence de ces secousses. Ces scientifiques étaient perplexes. Les habitants du village, eux, commencèrent à faire des liens, bien que les autorités locales demeurèrent discrets. Mais même le maire du village se disait « ça va pas recommencer ». Pourquoi tant de sécurité? Pourquoi tant d'équipements et de surveillance autour de ce pic? Que cache-t-il? La question était surtout combien de temps avant que la situation n'échappe à tout contrôle. Les premières enquêtes furent discrètes, furent menées par des scientifiques locaux, installant des instruments sophistiqués, tentaient d'analyser la source de ces phénomènes. Mais malgré leur technologie de pointe, les résultats restaient flous. Tout ce que l'on savait, c'était que ces secousses et ces perturbations s'intensifiaient et que l'étau se resserrait autour de cette zone. Le pic de Bugarache, bien plus qu'un simple site touristique ou un lieu de légende, semblait détenir un secret de plus. Alors que le pic semblait accumuler les signes d'une activité de plus en plus suspecte, des observateurs étrangers commencèrent à porter une attention particulière à la situation du sud-ouest. Dans un bureau discret à l'étranger, 2 agents se présentèrent devant leur supérieur avec un dossier. Leur mission, comprendre ce qui se cachait réellement sous les
perturbations observées autour du pic de Buragash en France. Le rapport de ces scientifiques, les déplacements militaires et même les données de satellites d'observation, tout pointait vers un phénomène inexpliqué. « Nous devons enquêter en France », dit l'un des agents. « Ce qui se passe au pic de Bugarache n'est pas simplement une série de tremblements de terre. Il y a un secret sous ce lieu, quelque chose que personne ne veut qu'on découvre. » Leur couverture était simple, mais efficace. Un couple, fraîchement marié, en voyage de noces, discret, sans attirer l'attention, mais déterminé à pénétrer le mystère derrière les anomalies. Les agents arrivèrent en début de matinée, discrets, avec l'apparence de jeunes mariés en voyage de noces. Leur voiture se gara silencieusement devant une petite chambre d'hôte, au cœur du village de Bugarache, loin des regards curieux. Le village semblait paisible, presque idyllique, avec des maisons en pierre, ses ruelles étroites. Une fois les bagages déposés, ils prirent la route en direction du centre du village. À pied, leur mission était simple, poser quelques questions, rester flou, ne pas attirer l'attention. Ils croisèrent un vieil agriculteur qui se mit à parler sans hésiter. « C'est vrai qu'il se passe des trucs bizarres ici, même la Mali, elle me le dit. Depuis un moment, ça n'arrête plus. Vous avez remarqué les vaches? Elles sont devenues nerveuses ces derniers mois. C'est comme si elles sentaient un tremblement de terre avant qu'il ne se produise. On dirait qu'elles anticipent les secours. Vous voyez, vous comprenez ?» Les agents hochèrent la tête en silence, échangèrent un regard. D'autres témoins étaient prêts à parler. Un pêcheur local qui passait par là évoqua un autre phénomène. Des pierres du pic, elles tombent, elles roulent sans raison, comme si la montagne voulait craquer. C'est comme si le pic se détachait lentement. Et ces bruits, la nuit, c'est étrange. Un autre habitant leur confia alors: « Parfois on dirait que des oiseaux s'envolent en grand nombre, comme s'ils fuyaient quelque chose, comme un signal. » Les agents, bien que maîtres dans l'air de ne rien laisser paraître, échangèrent un regard furtif. Ces témoignages se rapprochaient de ce qu'ils avaient étudié dans les rapports, mais il manquait quelque chose. Ils continuaient leur promenade discrète, écoutant chaque mot, notant chaque détail. Chaque témoignage, aussi anodin qu'il puisse sembler, était une pièce du puzzle. Le secret, quelque part dans ce village, se resserrait autour d'eux. Pourquoi cet intérêt soudain pour le pic et ses alentours? Les autorités locales tentaient-elles de dissimuler quelque chose? Ces murmures, ces inquiétudes des habitants commençaient à former un tableau bien plus complexe qu'ils ne l'avaient imaginé. Alors qu'ils poursuivaient leur exploration discrète du village, un jeune garçon, un ballon de foot sous les bras, attira leur attention. Il était assis sur un muret de pierre, tranquille, les jambes pendant dans l'air, observant le couple passer. Lorsqu'il aperçut le couple, il se redressa légèrement et d'un ton curieux, mais direct, lança: « Et vous n'êtes pas du village? Vous venez voir le pic ?» L'un des agents sourit légèrement, un sourire en coin, avant de répondre d'une voix calme: « Oui, on a entendu parler de toute cette histoire. Mais il y a peu de gens qui sont prêts à nous aider. Ils sont un peu frileux pour en parler. » Le jeune garçon les fixa un instant, un éclat d'intelligence dans les yeux. Puis, sans la moindre hésitation, il répondit: « Vous devriez aller voir le foufou dans son fourgon. Il est souvent vers la place le matin. Et il raconte plein de trucs sur le pic. Des histoires de fous. Des trucs qu'on dirait qu'il a vu lui-même. » Les agents échangèrent un regard furtif, intrigués par cette nouvelle piste. Mais avant qu'ils aient pu réagir, le garçon se leva, lança son ballon contre un mur, puis se retournant pour partir, ajoutant d'une voix presque mystérieuse: « Le pic murmure pour l'instant. Bientôt, il va hurler. » Les deux agents restèrent un instant silencieux, se tournant l'un vers l'autre. « Le pic murmure, hurle ?» dit l'un. Ils avaient maintenant une nouvelle piste à suivre. Le soi-disant foufou dans son fourgon, et cette phrase de l'enfant: « Le pic murmure pour l'instant, mais bientôt il va hurler », les intrigua encore plus. Le lendemain matin, les agents qui prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse, café à la main, croissant, bien entendu, profitant de la tranquillité du village, le ciel était un bleu parfait. Là, au sommet du pic, un nuage blanc allongé, suspendu, semblait flotter. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de réfléchir plus longtemps, un bruit de moteur brisa la quiétude. Plusieurs véhicules militaires, camions et voitures arrivèrent dans le village.
Ils traversèrent la place à vive allure, ne s'arrêtant pas, se dirigeant vers une autre destination. « Qu'est-ce qu'ils font ici ?» se demanda un des agents, son regard s'affûtant sur la colonne de véhicules. Les deux agents échangèrent un regard. Sans hésiter, ils décident de suivre le convoi en voiture, s'assurant de garder une distance suffisante pour ne pas se faire repérer. Ils arrivèrent rapidement à proximité d'un ancien terrain de foot où les véhicules militaires s'étaient arrêtés. Des soldats et des scientifiques commençaient à descendre des camions, se déployant dans la zone avec une organisation militaire. Les agents, en silence, observaient la scène. Cela ne ressemblait à rien à une intervention pour un tremblement de terre, même minime. Pourquoi un tel déploiement? Quel était leur véritable objectif? Que savent-ils? Que ne savent-ils pas? Dit l'un des agents. D'informations et noter les témoignages plus ou moins étranges des habitants, les deux agents prirent la décision d'aller sur le pic de Bugarache. Il était encore tôt et la lumière douce de l'après-midi baignait la région. Ils avaient tout prévu pour ne pas éveiller les soupçons. Ce qui semblait être qu'une simple randonnée au sommet se cachait en réalité derrière un objectif bien plus précis. Ils s'équipèrent silencieusement dans leur chambre d'hôte, préparant leur sac à dos, avec soin de l'eau, des encas, quelques cartes, des jumelles. Ils savaient que l'observation à distance pouvait être cruciale. Lampe de poche fut ajoutée à l'équipement par précaution, au cas où la nuit les surprendrait. Ils avaient choisi leurs vêtements, leurs tenues, simples, confortables et adaptées. Une simple balade, se dirent-ils, en se lançant dans leur ascension, dissimulant derrière leur calme l'intensité de leur recherche. Ils marchèrent en silence, écoutant les bruits de la nature autour d'eux. Le chemin mené au sommet était souvent emprunté par les locaux et les touristes, mais aujourd'hui c'était leur terrain d'investigation. À mesure qu'ils s'élevaient, l'avenue devenait plus dégagée. Ils restaient concentrés. Chaque rocher, chaque arbre, chaque bruit pouvait avoir son importance, d'après eux. Les jumelles en main, ils scrutaient chaque mouvement, chaque détail suspect. En haut, le vent soufflait légèrement, mais constamment. Constamment. L'ambiance semblait être lourde, comme si quelque chose se passait au-delà de ce qu'ils ne pouvaient eux-mêmes voir. Les agents poursuivirent leur montée au pic. Le chemin était rude, mais balisé, bien que d'autres chantiers s'écartaient de la voie principale. Sans se poser des questions, ils empruntèrent un de ces chemins secondaires, cherchant à éviter éventuellement d'éviter d'attirer l'attention. La forêt qui s'étendait devant eux semblait appartenir à un autre monde. Elle était si dense qu'ils se sentaient presque enveloppés, comme s'ils avançaient dans une cathédrale d'arbres, où les rayons du soleil filtraient à peine à travers les feuillages. Ils progressèrent dans le silence, les pas lourds sur le sol moussu. Soudain, un petit bruit, un sursaut. Une pierre roulait et s'arrêtait contre un arbre. Boum! Brisant un instant la quiétude de la forêt. Rien d'anormal, juste une pierre qui bougeait sous l'effet du vent ou d'un léger glissement. Ils échangèrent un regard rapide, mais n'arrêtaient pas leur marche. En sortant de la forêt, la végétation s'épaissit, ou plutôt s'éclaircit. Ils aperçurent le sommet du pic. Là-haut, curieusement, quelques silhouettes se distinguaient. Des personnes qui semblaient poser des appareils scientifiques, des instruments sophistiqués, sûrement des sismomètres pour enregistrer les tremblements de terre. Bref, rien d'étonnant. Mais cela confirmait ce qu'ils pressentaient. Le pic était bien au centre de l'attention et des activités scientifiques s'y déroulaient discrètement. Les agents décidèrent qu'il était préférable de ne pas être vus. Ils se dirigèrent rapidement vers un recoin à l'abri des regards pour observer la scène et attendre la tombée de la nuit pour que leur couverture reste intacte, tant qu'ils ne se feraient pas repérer. La nuit était tombée et la pleine lune éclairait le sommet du pic, d'une lueur presque surnaturelle. Les agents, désormais équipés de lampes frontales et autres accessoires, poursuivaient progressivement et prudemment leur ascension. La forêt, dense et silencieuse, s'étendait autour d'eux, comme un monde à part. Ils s'installèrent discrètement, bien à l'abri des regards, et commençaient à observer les environs. Mais tout était calme, étrange, dans sa tranquillité.
Ils grignotèrent un peu, buvèrent de l'eau, tout en restant attentifs aux moindres signes. Le vent était toujours aussi à la fois fort mais toujours présent, et l'air semblait suspendu comme s'il retenait son souffle. Puis, soudainement, sans avertissement, un événement inattendu se produisit. De toute la forêt, une nuée d'oiseaux de toutes sortes s'envola presque simultanément, comme une explosion de mouvement. La pleine lune éclairait la scène, permettant aux agents d'observer le phénomène en détail. L'un des agents, plus observateur, remarqua ensuite un détail qui le troubla. L'eau dans sa tasse semblait prise de frémissements, comme si de petites vagues se formaient à la surface, sans raison apparente. Il se tourna quand même vers son collègue. « Note bien l'heure exacte pour le rapport !» lui dit-il d'un ton calme mais sérieux. « Demain, il faudra vérifier auprès des agences de sismologique s'il y a eu un tremblement de terre à cette heure. » Avant même que l'autre n'ait pu répondre, le calme revient aussi soudainement qu'il était apparu. L'instant semblait suspendu et réel. Les oiseaux, après leur envol, se calmèrent à nouveau et tout redevient aussi silencieux qu'avant. Ils descendirent à leur chambre d'hôte. Dans la tranquillité de la nuit, le mystère du pic s'épaissait un peu plus dans leur esprit. La question restait en suspens. Que venait-il réellement d'observer là-haut ? Les agents regagnèrent leur chambre d'hôte, leur esprit encore occupé par ces événements divers et variés. Sur le parking, un vieux fourgon des années 70 attira leur attention. En première vue, il semblait ordinaire, mais un détail, et même plusieurs, fit la différence. Une antenne satellite trônait sur le toit. Des autocollants recouvraient les côtés et les portières du fourgon, des dessins d'ovnis, des textes, comme Zone 51, des inscriptions étranges. Un fourgon clairement dédié à un passionné d'extraterrestres. Un illimini de plus dans cette région, déjà pleine de mystères. C'était sûrement celui que l'enfant appelait le foufou. L'un des agents curieux s'approcha et frappa à la porte. Quelques secondes plus tard, un homme d'une 60aine d'années leur ouvrit. Son regard scruta les agents de haut en bas, avant qu'ils ne prennent la parole. « Excusez-moi, mais au vu de votre fourgon, on pourrait penser que vous êtes sacheur d'ovnis » demanda l'un des agents, avec un sourire qui se voulait tant bien que mal amical. L'homme haussa les sourcils, visiblement agacé. « Et alors ? En quoi ça vous regarde ? Foutez le camp !» rétorqua-t-il sèchement. L'agent ne se laissa pas déstabiliser et répondit avec calme, sans perdre son sourire. « Tranquille, on est juste un jeune couple, on est venu à Bugarache, parce qu'on a entendu plein d'histoires, 2012, tout ça. On aime bien cette ambiance. » L'homme sembla hésiter un instant, scrutant leur visage avec suspicion. Puis son expression se radoucit. « Allez, entrez, je vais vous raconter mon histoire, une histoire, » dit-il en invitant les agents à rentrer. Autour de la petite table, dans le fourgon, l'homme commença à parler d'une voix qui portait le poids des années. « Vous savez, en 2012, j'y étais. J'étais persuadé que la fin du monde arriverait, comme les autres, et qu'ici, à Bugarache, on serait sauvé. Vous connaissez la prédiction des Mayas ?» demanda-t-il en fixant les agents. « Oui, on connaît bien cette histoire. » Curieux de voir où l'homme voulait en venir, répondit l'agent. L'homme hocha la tête, son regard se perdant un instant dans le vide, avant de reprendre. « Eh bien, sachez que les Mayas se sont trompés. Comme ces marins qui, à cause d'une petite erreur de boussole, se retrouvent à plusieurs centaines de kilomètres de leur destination. Les Mayas se sont trompés. C'est pas 2012. Plutôt 2038 ou 2039 que ça risque bien d'arriver. » Un des agents interloqués posa la question « Mais qu'est-ce qui vous fait dire cela ?» L'homme se leva doucement, comme s'il revivait les événements, puis se rassit, le regard fixé sur les agents. « Un jour, sur le pic, je me suis endormi. J'ai fait un rêve comme on n'en fait jamais. J'ai vu un vaisseau, curieux, indéfinissable, qui semblait récupérer des végétaux. Ensuite, j'ai vu une sorte de vortex ou portail dans le pic, un endroit où passaient des milliers d'humains.
sans que je comprenne, ni pourquoi ni comment. J'ai vu que cela produisait des ondes de toutes sortes ici, dont les ondes sismiques. Or, depuis bien un an, d'après les relevés des instituts de surveillance des tremblements de terre, il y en a de plus en plus. Ça dure quelques secondes. Ces secousses, pour moi, ça vient de l'ouverture d'un vortex ou d'un portail. Les agents restèrent silencieux, absorbant chaque mot. L'ambiance jusqu'à là, calme, voire banale, avait pris une tournure plus étrange et inquiétante. L'homme continua, son ton plus grave. « Je sais, vous me croyez pour un fou ou un éliminé de plus. » Il attrapa un dossier, le jeta sur la table, l'ouvrit brusquement et le jeta en face des agents. « Savez-vous combien de personnes, rien qu'en France, disparaissent chaque année ?» demanda-t-il. D'après le ministère de l'Intérieur, plus de 40 000 personnes disparaissent chaque année. 30 000 sont retrouvées, mais il reste environ 10 000 disparitions non élucidées, classées inquiétantes ou pas. L'homme marqua une pause, puis ajouta « Et cette année ? Eh bien, d'après les chiffres, c'est même 11 000 disparus qui n'ont pas été retrouvés. Ce nombre augmente gravement chaque année. Et je ne parle que de la France. » Les agents se regardaient. Le dossier posé devant eux, une lourde sensation d'inquiétude envahit la pièce. Les disparitions mystérieuses semblaient se multiplier, en France en tout cas, et l'histoire de l'homme prenait un tour bien plus inquiétant. L'homme poursuivit, son regard toujours plus intense, comme s'il se libérait d'un poids. « Je vous le dis, des aliens font évacuer des terriens en vue d'une catastrophe future, ou les enlèvent. Mais pour moi, c'est une évacuation programmée sur plusieurs années. » Il marqua une pause, ses yeux s'assombrissant. « Pourquoi je pense à 2039 ? Eh bien, j'ai cherché sur Internet, mais rien. Rien sur le pic depuis 2012, à part quelques vidéos banales. Le vide, aucune info. Sauf qu'un jour, sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo courte. Je vais vous la montrer. L'homme se leva précipitamment, se dirigea vers un ordinateur portable et lança la vidéo. Sachez que j'ai essayé d'entrer en contact avec celui qui l'a posté, mais rien, jamais de réponse. Les deux agents regardaient attentivement intrigués. La vidéo montrait un montage d'images très court, avec des textes. L'un des agents, en fixant l'image, comprit qu'il n'avait que peu de temps. L'homme dans la vidéo mentionnait une date. Depuis 1973, il sait, 2025, plus de 15 ans. L'homme, toujours tendu, les interromput. « Partez, partez, partez vite, les militaires m'ont repéré. Ils ne doivent pas vous voir avec moi. Prenez une copie de la vidéo si vous voulez, et cherchez si vous voulez, mais partez. » Les agents, interloqués, parce qu'ils venaient de voir, comprirent qu'ils n'avaient pas le temps à perdre. Ils saisirent une clé USB, copièrent la vidéo et, sans dire un mot, sortirent du fourgon et partirent vers leur voiture avec précaution. De retour dans leur pays, les agents remirent leur rapport à leurs supérieurs. Leur chef, silencieux, parcourut rapidement les pages, puis leva les yeux vers eux. « Et qu'en pensez-vous » demanda-t-il, cherchant à savoir ce qui pouvait éventuellement se cacher derrière leur enquête. L'un des agents, visiblement marqué, prit un moment avant de répondre. « Je veux croire », répondit-il simplement, mais avec une conviction étrange, comme s'il doutait encore de tout ce qu'il venait de voir, était prêt à être accepté, à accepter l'inimaginable, l'impensable. Depuis 3 ans, le portail entre la Terre et Étreville est de plus en plus fréquemment ouvert. Chaque passage emmène avec lui des habitants, de plus en plus, de la nourriture, du matériel, des végétaux nécessaires à la généralisation de la planète. Les effets commencent à se faire sentir, et plus rapidement que prévu. Le vaisseau de Céliros, discret, mais toujours présent, effectue des sorties régulières pour collecter ces végétaux, et ces trajets n'échappent plus aux observateurs, bien qu'il essaye de ne pas se faire remarquer. Les autorités françaises commencent à y prêter attention. En parallèle, les scientifiques se concentrent sur des recherches de plus en plus poussées. Les militaires, de nouveau, semblent se préparer à une intervention. Des équipements spécialisés sont livrés. Des outils pour ouvrir un passage dans le pic de Bugarache sont emmenés, et les mouvements autour de la région se multiplient. Céliros et Denis observent cette évolution,
savent que le moment est venu de réfléchir à une stratégie. Si la France décidait de prendre le contrôle de B-42, de quelque manière que ce soit, cela pourrait être catastrophique, non seulement pour leur projet, mais aussi pour l'humanité tout entière. Les risques d'une prise de contrôle sont imminents et personne ne peut savoir ce qu'une intervention militaire pourrait entraîner. Pire encore, d'autres nations commencent à s'intéresser de plus près à ce qui se passe. L'agitation grandissant autour de Bugarach devient un sujet de préoccupation à l'échelle internationale. Certes, discret, les peuples sont pas au courant. Denis et Céliros réalisent que la situation échappe peu à peu à leur contrôle. La question qui commence à se poser avec une inquiétude croissante est simple, mais lourde. Serait-il trop tard pour prévenir l'humanité? Les informations qu'ils détiennent sont peut-être la dernière chance de sauver la Terre, mais en même temps, chaque jour qui passe les rapproche de l'inévitable. Le futur est incertain et chaque décision pourrait avoir des conséquences irréversibles. Alors que le pic de Bugarach devient le centre de toutes les attentions, le temps presse. L'heure des choix est arrivée. Denis et Céliros se regardent. Un mélange de détermination et d'appréhension dans les yeux. Le destin de la Terre et d'Étreville est désormais entre leurs mains. Le temps des secrets est révolu et la véritable bataille commence maintenant. Mais qui sera prêt à affronter la vérité sur Terre ?